Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, présentation d'un monument. Et oui, on attaque le quatrième monument de la saison, la dernière ardennaise de cette semaine, la dernière course de ce triptyque. On va revenir un petit peu sur le parcours, la stratégie, les listes de départ. À jour pour le moment en ce vendredi, et puis on parlera également du programme télé de Liège-Bastogne-Liège. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un suivi sur R5. Thanks. Je vais y arriver, ça se passe dans les commentaires. Allez, je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également cliquer rapidement dès qu'une vidéo est mise en ligne. Plus vous cliquez vite sur la vidéo, et bien plus elle est mise en avant par YouTube. Liège-Bastogne-Liège. Alors déjà tout d'abord, pour démarrer, Liège-Bastogne-Liège, il faut savoir que le débrief n'aura pas lieu dimanche soir, parce que je ne suis pas chez moi. À partir de la semaine prochaine, pendant un petit temps, je ne serai pas chez moi, quasiment jusqu'au Giro. Donc, enfin même au début du Giro, je ne serai pas chez moi non plus. Le débrief aura lieu lundi, mais je pense plutôt mardi, du côté du débrief de la course de Liège-Bastogne-Liège, parce que je ne vais pas pouvoir le regarder en direct, donc je vais le regarder un petit peu plus tard. Donc voilà, je vous préviens, dimanche soir, il n'y aura pas de vidéo de débrief de Liège-Bastogne-Liège, il faudra attendre légèrement, et c'est pour ça que cette présentation a lieu vendredi, aussi pour des questions d'organisation. Liège-Bastogne-Liège, la doyenne, et oui, c'est la doyenne des monuments, mais la doyenne tout court. En fait, il n'y a que Milan-Turin, qui est une course qui est plus âgée que Liège-Bastogne-Liège, et puis une course. Alors, c'est pas le monument le plus attendu, c'est pas le monument le plus spectaculaire, même, c'est pas. Enfin voilà, derrière le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, et même derrière un peu Milan-San Remo, enfin ça dépend comment on le jauge, mais c'est vrai que Liège-Bastogne-Liège, c'est derrière les deux monuments pavés, que ça soit le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, mais c'est une course qui est attendue par les grimpeurs et les punchers. Parce que jusqu'à maintenant, à part Pogacar, mais qui est quand même un ovni, les autres, ils sont obligés d'attendre. Ils sont obligés d'attendre, ils voient les autres inventer des grandes courses, c'est les sprinters, les mecs comme ça, et puis eux, ils sont un peu bloqués. Et c'est une course qui est vraiment importante sur ces coureurs-là. Pour moi, c'est une course qui a retrouvé de l'intérêt avec la fin de l'arrivée à Anse, déjà parce que cette montée, il y avait la côte de Anse et puis il y avait le passage dans le quartier italien de Liège, ça bloquait énormément la course, parce qu'on attendait le final, tout simplement pour faire son effort, même si je regrette l'ambiance que l'on avait dans cette côte du côté du quartier italien de Liège, parce qu'il y avait une ambiance assez exceptionnelle à cet endroit-là du parcours, bien plus d'ambiance même que du côté de Anse, et c'était très intéressant, puis c'était une côte qui était dure, mais il faut le dire, ça bloquait énormément la course, et c'est vrai que depuis que l'on arrive dans Liège, eh bien, on a retrouvé de l'intérêt. Pourquoi à cette course? Eh bien tout simplement parce qu'on est obligé de déclencher de beaucoup plus loin. Et oui, avant la côte de la Redoute, moi j'ai connu une époque où la côte de la Redoute, il se passait plus rien. La Rochefoucauld, il se passait pas grand-chose. Les côtes étaient certes dans la dernière heure de course, mais vu qu'on avait la côte de Anse, vu qu'on avait ce final qui était très dur, ça ne servait à rien d'attaquer. Et pendant des années, à part l'année de Bob Jungels, on attendait le final, voire certaines années, on s'est retrouvé à avoir une course de côte ou à avoir 100 mecs au pied, à 5 bornes de l'arrivée, on avait 100 mecs qui pouvaient se partager la victoire. Voilà, quand certains regrettent le cyclisme d'aujourd'hui, c'est des concurrents et c'est des personnes qui n'ont pas connu le cyclisme, notamment des années 2000-2010, où parfois on pouvait se faire chier pendant 5h30 et en gros les courses avaient un intérêt parfois sur 10 km.
Et je trouve que le changement de parcours qui oblige à déclencher de loin fait que cette course a retrouvé de l'intérêt, mais aussi c'est une course qui est désormais en accord avec son temps. C'est une course qui est en accord avec la manière dont les coureurs pratiquent le cyclisme aujourd'hui. On déclenche de plus en plus loin, on utilise les équipiers beaucoup plus tôt, et voire on utilise beaucoup moins les équipiers. Enfin, c'est une course où désormais on peut partir de loin et on n'attend pas forcément la Redoute pour faire le premier écrémage. C'est vrai que la côte de Stokke est désormais devenue un moment important du côté de Liège, Bastogne-Liège. Donc c'est pas le monument le plus spectaculaire, même si c'est quand même une course qui a retrouvé beaucoup d'intérêt par rapport à la période de Hans. Et c'est, j'allais la prononcer à l'allemande, dis donc. Hans, mais ça reste une course qui intéresse quand même les coureurs, énormément les coureurs, et notamment les punchers, mais aussi les grimpeurs, parce que vu l'enchaînement des côtes et vu le dénivelé dans les 2 dernières heures et demie de course, en gros 2h20, 2h30 de course, les punchers parfois arrivent un peu éreintés dans le final, un peu fatigués dans le final, et là, les purs grimpeurs peuvent s'en sortir. Donc ça convient bien aux coureurs par étapes, Les coureurs par étapes arrivent souvent à s'en sortir. Et puis c'est aussi une course où ces dernières années, on a souvent eu des surprises sur le podium. Je pense notamment à Quinten Hermans, mais on a Romain Bardet, notamment deuxième l'an dernier. On ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là. C'est vrai que ces dernières années, je pense à Grace Brown aussi chez les filles, on a eu quelques surprises très intéressantes sur Liège, Bastogne, Liège. On regarde tout de suite le parcours de cette édition, un parcours habituel de Liège-Bastogne-Liège, donc 252 km au programme, départ de Liège, au bout de 100 km on arrive à Bastogne, et puis même pas 100 km, au bout de 2 heures de course, en gros on arrive à Bastogne, et puis ensuite c'est à partir de Bastogne, et même j'ai envie de dire sur les 100 derniers kilomètres, vraiment que vont se concentrer la majorité des difficultés, parce que avant les 100 derniers kilomètres, on a seulement 2 bosses au classement, on va dire, de la montagne, et on va dire 2-3 autres difficultés, mais la majorité des difficultés se situe dans ces 100 derniers kilomètres. Alors donc vous voyez, ce début de journée en bosse, parce que pour sortir de Liège est en cuvette, donc on est obligé de prendre une bosse sur les 15 premiers kilomètres, et puis ensuite la baraque de Fréture, kilomètre 53,5, donc au bout d'une heure et quart de course, 6 km 9 à 2,9% de moyenne, l'échappée sera déjà sortie. Il faut savoir que du côté de Liège, l'échappée sort normalement assez vite, et de toute manière, on sait très bien que l'échappée ne peut pas faire un bon résultat à Liège. Elle est surtout là pour montrer le maillot, même si Stefano Rossetto avait résisté pendant de nombreux kilomètres lors d'une édition de Liège. Première difficulté du jour, elle sera au kilomètre 70,5, c'est-à-dire à 180 km de l'arrivée. La côte de Saint-Roch, 900 mètres à 11,2%. C'est la seule côte qui est avant Bastogne. On arrive à Bastogne. Changement de direction, on revient désormais par Liège, mais avec un parcours un petit peu plus long. On le verra notamment sur la carte. Et on aura une deuxième difficulté, le col de Haussire, Stel Criquelion, bien entendu comme Claudie Criquelion, l'ancien coureur cycliste, je dirais le Philippe Gilbert des années 80. En termes de notoriété en Belgique, Claudie Criquelion, c'était un peu en termes de notoriété pour la Wallonie, un peu le Philippe Gilbert. C'était pas les mêmes types de coureurs que Philippe Gilbert, mais en termes de notoriété, c'était un peu le Philippe Gilbert des années 80. 3 km 9 à 7,2 de moyenne, c'est l'une des côtes les plus longues, ce col de Haussire, avec le col du Rosier, qui sera lui un petit peu plus tard sur le parcours. On va maintenant regarder la carte de la course féminine qui part de Bastogne pour aller à Liège. Vous voyez
on retrouve toutes les difficultés majeures du parcours, hein. Féminin, c'est vrai que ce qui en fait une course difficile, parce que en fait, on squeeze juste les 80 premiers kilomètres, qui ne sont pas forcément les plus durs, et ensuite on récupère toute la fin de course. Donc, sauf la côte que je vous ai citée, la stèle Claudie Criquelion, qui n'est pas encore au programme, mais on espère un jour qu'elle sera au programme, et la côte de Saint-Roch et au programme, mais pas par le même côté, où vous voyez 1 km à 17 de moyenne. L'arrivée à Vielsalm, qui est le point central de la course, hein, désormais. À partir de là, ça ne va plus débrancher, ça ne va pas arrêter de rouler, et en gros, il restera donc 100 km, un peu plus de 100 km, et c'est sur ces 100 derniers kilomètres qu'on va enchaîner des difficultés, notamment la côte de Mont-le-Soir, 1 km 8 à 6,8 de moyenne, et là on va enchaîner 4 côtes en une vingtaine de kilomètres, c'est-à-dire la côte de Mont-le-Soir, la côte de Vannes, 3 km 500 à 5% de moyenne, la côte avec les plus gros pourcentages, c'est la côte de Stokke, plus de 12% de moyenne sur 1 km, et c'est vraiment un radar monstrueux, et la relance au sommet de la côte de Stokke fait mal, et c'est souvent là où on commence à déclencher les grosses hostilités. On termine cette première grosse partie de course avec la côte de la Haute-Levée, 2 km 5 à 6,9 de moyenne. Ensuite, une petite zone d'accalmie, sauf que les zones d'accalmie sur cette épreuve, il faut faire attention. Pourquoi ? Nous avons des descentes, mais des descentes qui sont très rectilignes, donc des descentes ultra rapides, avec un peloton qui est souvent quand même assez compact, et on peut avoir des chutes importantes, notamment celle de Julien Alaphilippe. Au kilomètre 92,5, on retrouve le col du Rosier, qui est la montée la plus longue du parcours, 4 km 3 à 5,9 de moyenne. Par contre, ce n'est pas forcément la plus pentue, et puis elle est vraiment dans une zone de transition entre cette première partie de course, on va dire, après les Almes, on a cet enchaînement de 4 difficultés, et ensuite la fin de course avec cet enchaînement à partir de la côte de la Redoute. Là, c'est vrai que le col du Rosier et la côte de Desny sont deux bosses qui sont pas forcément les plus intéressantes pour tenter quelque chose, parce qu'on est vraiment dans une zone de transition avec encore une fois ces grandes descentes. La première, celle du col du Rosier, qui nous amène à Spa, à côté du circuit de Formule 1, la deuxième qui nous emmène au pied de la côte de la Redoute, devant le fan club de Philippe Gilbert, parce que c'est avec la côte de la Redoute, on pourrait presque mettre la stèle Philippe Gilbert, parce qu'on sait que c'est vraiment le lieu du consultant désormais d'Eurosport et de RTL, hein, je crois, Philippe Gilbert. Cette côte de la Redoute, 1 km 500, 9,2% de moyenne. Alors la côte de la Redoute, sur la première partie, c'est assez roulant, et puis on va commencer à longer une sorte d'autoroute, une sorte de voie rapide, et à partir de là, quand on commence à voir la voie rapide, et c'est là où on commence à avoir un peu plus de gros pourcentages, et puis ensuite, quand on commence à tourner vers la gauche, et à s'écarter de cette voie rapide, vous avez la voie rapide qui fait comme ça, et la côte de la Redoute qui est un peu en parallèle, et ensuite ça commence à s'écarter, et alors là, c'est là où c'est compliqué. Plus on est proche du sommet, plus c'est dur. En gros, la côte de la Redoute, si on doit retenir cette côte de la Redoute au kilomètre 119 pour la course féminine, c'est-à-dire à une quarantaine plutôt de kilomètres de l'arrivée, et on a vu parfois avec Remco Evenepoel que c'était un endroit intéressant pour sortir. Après la côte de la Redoute, c'est pas entièrement plat. On redescend et on arrive à Cornemont, un beau faux plat, hein, le faux plat de Cornemont comme le faux plat de Boncel, qui ne sont pas au classement de la montagne, mais qui sont des belles difficultés, et surtout qui arrivent après un moment où au niveau cardiaque on est déjà à haute intensité après cette côte de la Redoute. Après Cornemont, eh bien la côte des Forges, 1 km 2 à 7,6 de moyenne, qui est une course intéressante. C'est surtout l'enchaînement avec la côte de la Redoute qui fait mal, et puis derrière, eh bien on a la côte
de la Roche-au-Faucon, 1 km à 11% de moyenne, et celle-là elle fait extrêmement mal, très rectiligne, cette côte de la Roche-au-Faucon qui conclut, on va dire, Liège, même si après la Roche-au-Faucon, on peut encore tenter de sortir et de s'isoler en ressortant du côté de Boncel, 2 km 1 à 4,5 de moyenne, et puis ensuite l'arrivée vers Liège, la descente technique, quand même, enfin descente surtout rapide du côté de Liège, avec pas mal de courbes, où il ne faut pas s'enflammer, sinon on peut faire des petites bêtises comme Jakob Fuglsang sous la pluie, et puis les 2 derniers kilomètres qui sont plats, du côté de Liège, et ce dernier kilomètre, à peu près 900 mètres de l'arrivée, vous avez un virage sur la droite, et c'est le dernier virage de la course, parce que derrière on a une longue ligne droite de 900 mètres où on peut pourquoi pas tenter le coup du kilomètre. Pour l'instant ça n'a jamais vraiment fonctionné du côté de Liège-Bastogne-Liège. On regarde la météo sur cette course avec la carte, donc ça c'est la carte masculine. Donc voilà, on part de Liège, hop 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 hop, Bastogne, et le retour avec toutes ces difficultés qui sont sur le parcours retour du côté de Liège. La météo, un temps sec avec du soleil en majorité, même si on aura quelques passages nuageux, on aura quand même un temps sec. Température entre 16 et 20 degrés sur le parcours. Un léger vent d'est, mais qui sera vraiment extrêmement léger, entre 10 et 20 km/h. Il n'aura pas d'impact sur la course ce vent. Donc ça sera des conditions plutôt excellentes par rapport à d'autres monuments où ça s'est déroulé un peu plus dans la douleur, et surtout contrairement à la Flèche Wallonne. On regarde tout de suite le palmarès de cette épreuve. Eh bien, le palmarès de Liège-Bastogne-Liège l'an dernier, c'était la victoire de Tadej Pogačar qui s'imposait pour une deuxième fois, encore une fois devant un Français. Mais contrairement à 2021, ce n'était pas Julien Alaphilippe, c'était Romain Bardet et Mathieu Van Der Poel prenait la 3e place. En 2023, c'était Remco Evenepoel devant Thomas Pidcock et Santiago Buitrago, et Evenepoel qui gagnait en 2022 face à Quinten Hermans et Wout van Aert. Pogačar lui gagnait en 2021 face à Alaphilippe et David Gaudu, et en 2020 c'était Roglic, suite au déclassement notamment de Julien Alaphilippe, qui s'imposait face à Marc Hirschi et Tadej Pogačar. Le dernier vainqueur à Anse, c'était Jungels, si je ne me trompe pas, la nouvelle arrivée ayant été inaugurée par Jakob Fuglsang face à Formolo et Charman du côté de cette course, du côté de Liège-Bastogne-Liège. Bien entendu, on retiendra les victoires d'Alejandro Valverde, le fait que Julien Alaphilippe n'a jamais remporté cette classique qui pourtant correspondait à ses qualités, mais en 2018 il s'était retrouvé avec un statut d'archi-favori qu'il avait eu du mal à gérer, et ce qui avait profité à son équipier de l'époque, Bob Jungels. Donc Valverde vainqueur à 4 reprises. On a Andy Schleck qui s'était imposé en 2009, Dan Martin en 2013, bien entendu Wout Poels dans le froid en 2016 parmi les vainqueurs. Et puis donc Laurent Jalabert, lui aussi, ne s'est jamais imposé sur cette course. Le dernier vainqueur français, eh bien c'était sous la neige, Bernard Hinault, dans cette fameuse édition dantesque. On retiendra également les 4 victoires de Moreno Argentine de 85 à 87, puis la victoire en 91. Bernard Hinault qui s'est imposé également en 77 sur cette épreuve. On a également parmi les vainqueurs français, je vais essayer de ne pas en rater, Jacques Anquetil. On a eu également Camille Danguillaume en 1949. Anquetil, c'était en 66. Raymond Poulidor ne l'a jamais gagné. Et puis le premier vainqueur de l'histoire, c'était en 92, Léon Houat, devant Léon l'Ouest et Louis Rasquinet. Et le premier vainqueur français de l'histoire, c'était André Trousselier en 1908, qui avait réussi la performance de s'imposer dans cette doyette. Du côté des filles, eh bien l'épreuve est plus récente, 2017, et parmi la tenante en titre ne sera pas au départ, c'était Grace Brown, qui a pris sa retraite depuis,
qui s'était imposé en prenant l'échappée. Vollering et Longo Borghini étaient revenus, mais s'étaient fait avoir par la concurrente de la FDJ Suez qui avait lancé son année olympique fantastique. Du côté de Grace Brown, en 2023, c'était Demi Vollering qui s'imposait face à Longo Borghini et Marlene Reusser. Van Vleuten s'imposait face à Grace Brown et Demi Vollering en 2022, alors que la néerlandaise s'imposait en 2021 face à Van Vleuten et Longo Borghini. C'était un peu la course où on découvrait Demi Vollering et surtout cette grande pointe de vitesse. En 2020, c'était Elisabeth Deignan devant Grace Brown et Ellen Van Dijk. Van Vleuten s'imposait en 2019 et puis en 2018 et 2017 lors des deux premières éditions, c'était Anna van der Breggen. Nevia Doma a fini une fois sur le podium, Longo Borghini à 3 reprises sur le podium. Et comme souvent du côté du cyclisme féminin, eh bien, aucune Française ne s'est imposée ou est montée sur le podium de cette course. On verra si ça va changer lors de cette édition 2025. La stratégie, moi je dirais que c'est simple du côté de la stratégie. La première partie de course, économiser de l'énergie, comme je dis souvent, mais 250 km c'est pas anodin. C'est aussi une épreuve où, comme je rappelais, l'échappée ne va pas au bout. Et je reprise souvent ces dernières années assez tôt. Et je pense que pour faire la différence, on commencera à Stoke. C'est là où on fera la première grosse accélération. Et si vous n'êtes pas bien à Stoke, en gros c'est mort ensuite pour vous. Même si c'est loin de l'arrivée, en gros vous pouvez pas mentir à Stoke. Il y a tellement de pourcentages que soit vous êtes bien, soit vous n'êtes pas bien. Et autant vous dire que si vous n'êtes pas bien, c'est un petit peu compliqué. Et puis ensuite, l'enchaînement en Côte de la Redoute, avec cet enchaînement qui se finit à la Roche au Faucon. Là, forcément, il y a de quoi faire. Après, savoir où on arrivera à sortir. Moi je dirais que si on est Pogacar et qu'on est en grande forme, on tentera déjà la Côte de la Redoute, mais il faudra voir si derrière ça suit avec notamment un Remco Evenepoel. Pour moi je pense que c'est une course où il faut être patient, il ne faut pas s'enflammer à Liège-Bastogne-Liège, c'est long. Ça reste un monument, 250 bornes, mais c'est surtout dur, il y a beaucoup de dénivelé positif. On peut être très bien par contre à Stoke se retrouver à être en difficulté derrière. Donc certes, quand on est à Stoke et qu'on n'est pas bien, ça va être compliqué, la journée va être dure. Par contre, à l'inverse, on peut être très bien à Stoke et puis s'épuiser sur la fin et avoir du mal à gérer la dernière heure de course qui commence avec la Côte de la Redoute. Donc ça, c'est vraiment, il faut faire très attention à ça du côté des concurrents. La liste de départ du côté de Liège, Bastogne-Liège, on commence avec la UAE, bien entendu Tadej Pogacar au départ, Sivakov, McNulty, mais pas de Juan Ayuso, c'est-à-dire que ils ont tellement de coureurs, c'est aussi ça qui fait que UAE domine, c'est qu'ils ont tellement de coureurs excellents qui peuvent faire tourner énormément leur effectif, un peu comme le PSG, on va dire, en Ligue 1, c'est un peu le même principe. Donc là, on aura McNulty, Sivakov qui a fait un bon boulot sur les dernières sorties, avec Grossschartner également, et Domen Novak. La pique-nique post-Enel avec Romain Bardet, mais aussi avec Oscar Only au départ. Romain Bardet qui était sur le Tour des Alpes, mais comme l'an dernier, il avait fait le Tour des Alpes, puis il avait fait Liège-Bastogne-Liège, à Soudal Quick-Step avec Remco Evenepoel, mais aussi Max Charman. On aura Van Wilder, dans quel état physique il sera après sa chute. Ça sera la grande interrogation. Et aussi, grande interrogation, est-ce qu'on n'aura pas des grandes surprises avec des coureurs qui n'auront pas récupéré de la flèche Wallonne, des coureurs et des coureuses qui n'auront pas récupéré de la flèche Wallonne. La Q36.5 avec Thomas Pidcock, avec Asparen et Milan Vader. La Arkea vient avec Kevin Vauquelin, le deuxième de la flèche Wallonne. Garcia Perna, encore Lorenz Heuss, la Red Bull Bora, Hans Grohe. Maxime Van Gils. Alors, Maxime Van Gils, j'avais mis parmi mes bonnets d'âne, mais j'avais pas toutes les informations sur Maxime Van Gils, sur la période compliquée qu'il traverse en ce moment du côté du coureur belge. C'est pas évident pour lui cette intégration avec la Bora Hansgrohe, mais aussi des problèmes personnels un petit peu. Je pense qu'en ce moment c'est difficile, que ça soit physiquement, mais également au niveau personnel, parce qu'il a il enquille les merdes, on va dire, du côté de Maxime Van Gils. Daniel Felipe Martinez et donc Giulio Pellizzari qui sera au départ. On verra ce que ça donnera du côté d'Italien. Tudor vient avec Hirschi à la Philippe, mais bon, je m'attends pas à un miracle
que ça soit pour l'un comme pour l'autre. Israël vient avec Lutsenko, avec Blackmore, avec Stephen Williams, et l'ancien vainqueur Jacob Fugelsang, Fugelsang qui était également autour des Alpes. Ineos Grenadiers vient avec Bob Jungels, Sheffield, Bob Jungels c'est un vainqueur, Sheffield ou encore Carlos Rodriguez. Du côté de la Lidl Trek, on vient avec Badjoli, avec Thibaut Nys, ou encore avec Ciel Moseux, mais aura-t-il bien récupéré de sa chute? Chicone, qui a été également sur le Tour des Alpes. Le groupe AMFDJ vient avec Madouas, Grégoire, Guillaume Martin. Du côté de la Alpecin de Konins, on vient avec Gal Glivard, Quinton Hermans. Du côté de la Décathlon, G2R, Jordan Labrosse, Nance Peters, ou encore Aurélien Paré-Peintre et Clément Berthet. Intéressant hein, du côté des classiques en Franche-Comté, Clément Berthet, XDS Astana. On vient avec Champoussin, Scaroni, Velasco. Du côté de la Bahreïn, Victorius, Buitrago, Pelo Bilbao, ou encore Jack Egg, mais pas de Lenny Martinez. Du côté de la Visma, l'Isobike, Tige Benoît au départ avec Ben Tullet, Attila Valter. Du côté de la Movistar, on vient avec Henrik Mas, Roré Arcas, ou encore Gregor Mühlberger avec Guerrero également. La Cofidis avec Dylan Tuns, Aramburu, Valentin Ferron. Mais je pense qu'on essaiera de prendre l'échappée. N'oublions pas également Yon Izagirre, la Uno X vient avec Anders Saland, Johannesson, la Uno X qui aura les couleurs de 7-Eleven, pour ceux qui ont connu les années 90, des couleurs assez mythiques, puis qu'on même connu, il y avait une équipe américaine en continental dans les années 2000, qui avait également les mêmes couleurs, pour ceux qui ont joué un petit peu à Pro Cycling Manager, du côté de 7-Eleven, donc Uno X Mobility 7-Eleven, je ne sais pas comment on doit appeler l'équipe, mais avec Anders Saland, Johannesson, Leknesund et Dvernes. La UF vient avec Archie Ryan, Benelli. Au départ, pas de Carapace qui a été annoncé dans un premier temps. On aura Paulès et Baudin. Du côté de la Jaïko Lula, Matthews, Zana, Ben O'Connor. Avec Mauro Schmidt, Intermarché vient avec Louis Barré, avec Zimmerman, ou encore Luca Van Boven. Du côté de la Lotto, on vient avec Van Edvelt. Et avec Van Edvelt, du côté de la Total Energy, on vient avec Mathieu Burgot de Jordan Gégat, sera également au départ. Et puis pourquoi pas mettre Ryan Boulawat dans l'échappée. Et puis la Wagner Bazin, Cériel Desalpes qui était dans l'échappée. Lui, du côté de la Flèche Wallonne, ça s'est pas très bien fini pour lui. Henri-François Renard-Aquin, ou encore Lucas Demester et Loïc Fliegen. Du côté des filles, eh bien, on vient avec Demi Vollering, Labousse Musique, Chabé. En fait, la même équipe que sur la Flèche Wallonne. Du côté de la UAE, on vient avec Longo Borghini, Maeva Skiban, sera également là, la Kayan SRAM avec Nevia Doma, Niedermayer et Ludwig. Du côté de la SD Works, on est avec Lotte Kopecky, Anna van der Breggen. Mais comment aura-t-elle récupéré de son double abandon sur la Flèche Wallonne et également sur l'Amstel Gold Race? Il y aura également Misha Bredewoln qui a remporté l'Amstel. Du côté de la UF, on vient avec Cédrine Kerbal, Faulkner, Kim Kadzo. La team Visma Isobike retrouve Pauline Ferrand-Prévot avec les jeunes Schladonova et Marion Bunel. C'est une équipe encore très jeune autour de Pauline Ferrand-Prévot. La Lidl Trek vient avec Ellen Van Dijk, Nim Fischer, Black, Ryan Marcus. Du côté de la Phoenix de Koninck, la triplette néerlandaise Peters, Castelline, Rouillekers avec également Avarado. Du côté de la Jane Surance, Kim Lecourt avec H.T. Moulman et Urs Kazigart. Du côté de la Movistar, Liane Lippert avec Marlène Reusser et Patigno. Du côté de la Picnic Postenel, Marta Cavalli avec également Becky Story ou encore Francesca Barral. Et du côté de la Laboral Kucha, eh bien Nesante Esteban ou encore Kuskova. Du côté de la Uno X, là encore les couleurs 7-Eleven avec Anushka Koster, Gaskenine et Alrund. Du côté de la Saint-Michel, préférence au Maubert 93, Lucie Faitus ou encore Ségolène Thomas et Colin Rabi. Du côté de la Serratizi, Dixline Miermont avec Hartmann et Célia Lemouel. La Volker Wessel vient avec la sœur de Demi Vollering, Bodine Vollering, ou encore Anneke Dijkstra. Du côté de la Cofidis, on vient avec Julie Bégaud, Sofia Kern ou encore Clara Koppenburg. Du côté de l'Arkea, on vient avec Lotte Klaes, Valentine Cavaler qui est tombée également du côté de la Flèche Wallonne et Ticia Rio, la jeune française. Du côté de la Livalula, on vient avec Caroline Anderson ou encore Rosemane Gagnon. Du côté de la Roland, on vient avec Morgane Coston ou encore Giuliani, Elena Pironet. La Team Coupe avec India Granger ou Stinedal. La Wing Space avec Gontova ou encore Florence Normand.
l'Auto Ladies avec Dina Bols ou De Kersmacher. Et puis la DD Group avec De Boer, Desmet ou encore Goossenarts du côté de cette formation. On regarde tout de suite mes favoris chez les garçons. Eh bien, pas de surprise. Mes favoris. Oh, je tente quand même une carte, deux cartes, on va dire, parmi mes favoris. Mais il y en a deux où ce sont les favoris habituels. En 1, je mets Pidcock. Pourquoi Pidcock? Je me dis, bah, peut-être que Pogacar et Evenepoel vont se regarder. C'est pas habituel chez eux, hein, mais on peut toujours espérer. Et Pidcock, troisième sur la Flèche Wallonne, c'est pas le plus gros gabarit. Sur la Flèche Wallonne, c'est quand même un gabarit léger, Pidcock. Ça reste un coureur puissant, mais ça reste un gabarit très léger. Il faut de la puissance quand même sur la Flèche Wallonne, donc c'est pas forcément le plus idéal. Et je me dis, sur Liège, il faudra s'en méfier. Pogacar, bien entendu, et Remco Evenepoel. Bon, là, Remco Evenepoel, on sent qu'il est en forme, même si pour moi, encore une fois, la Flèche Wallonne, j'ai pas compris la stratégie de la Quick Step. Il a double fois vainqueur, donc il sait comment faire. Pogacar, double fois vainqueur aussi. Mais on n'a jamais eu le duel entre les deux au final. Et puis je termine avec Scaroni. C'est dommage, sa chute au final à Christian Scaroni sur l'Estrade Bianche, parce que ce qui fait qu'il arrive avec peu de jours de course. Je dis, il a fait l'Amstel, il a fait la Flèche. Peut-être que voilà, cette troisième course, il arrivera à être au top. Parmi les concurrents à suivre, Benelli, là aussi, très fort sur la Flèche Wallonne, mais c'est quand même un coureur qui n'est pas très patient. Et pour moi, sur cette épreuve-là, il faut être patient. Kevin Vauquelin, on verra ce que ça va donner, même si l'an dernier, il avait eu du mal sur Liège-Bastogne-Liège. Louis Barré, impressionnant sur l'Amstel. Et puis, Maxius, Sheffield, c'est un terrain qui lui convient mieux quand même que la Flèche Wallonne, où en plus le changement de roue a duré une plombe. Chez les dames, eh bien on retrouve un petit peu les mêmes, Longo, Borghini, Vollering, Neviadoma, Ferrand-Prévot. On prend les mêmes et on recommence, j'ai envie de dire, quasiment depuis le début de saison. Sur tous les terrains, je pense que Kopecky, c'est trop dur pour elle. Mais ouais, Longo, Borghini, je mets une petite pièce sur elle. Elle est en forme, elle est motivée. Je pense que voilà, les jambes sont bonnes. Vollering, il faudra courir très intelligemment. Pour le moment, des fois, elle fait des petites erreurs, donc on verra. Et puis Neviadoma, parce que là aussi, elle monte en puissance quand même, Neviadoma, et c'est un parcours moins punchy que la Flèche Wallonne, donc ça peut lui correspondre. Et Pauline Ferrand-Prévot, parce que là, on arrive sur un terrain où elle a déjà été performante. Je rappelle, c'est une ancienne vainqueur de la Flèche Wallonne. Et c'est quand même une fille qui est en très grande forme depuis le début de saison à suivre. Puck Peters, même si gagner la Flèche et gagner Liège, c'est très compliqué. Mais je me dis, peut-être que si du côté d'Alpecin de Koninck, Peters est un petit peu cerné, il y aura Castelline ou Rouillekers, une des deux, qui peut tirer les marrons du feu. Kim Lecourt, que j'ai trouvé très bien du côté de la Flèche Wallonne, alors qu'elle n'était pas hyper bien placée. Et puis Liane Nippert, Nîmes, Fisher Black. Même si du côté de la Lidl Trek, on ne peut pas dire que le début de saison soit exceptionnel pour l'équipe américaine. Les horaires, le programme télé du côté de cette épreuve, et bien sûr Max, à partir de midi pour les garçons, 16h55 pour les filles, c'est encore une fois à la suite. Sur Eurosport 2, la course des garçons, elle ne commencera qu'à 12h30 car auparavant, il y aura le Tour de Turquie sur la chaîne. Sur France 3, ça sera à partir de 13h35 du côté de Liège-Bastogne-Liège. Pour nos amis flamands sur la VRT, à partir de 13h30. Et sur Tipeee, pour nos amis belges, à partir de 11h40, donc sur la deuxième chaîne de la RTBF. Et on passera sur la 1 à 13h40, tout simplement car il y a de la moto sur Tipeee à la même heure. Donc voilà, on se partage les tâches du côté des deux chaînes de la RTBF. Donc, nous, on se retrouvera soit lundi soir, soit mardi, mais quand même plus de chance mardi, pour faire le débrief de la course masculine, de la course féminine comme d'habitude. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!